And the magic in the... Pardon, j'ai envie de vacances d'été. Ouais, moi aussi. Vieille boîte pourrie du Périgord, j'ai envie de dire. Pardon. Elles sont très bien parfois. Elles peuvent être bien, les boîtes du Périgord. Allez, santé. Trop sur le Périgord. Ouais. Ouais. On attend au moins que t'enchaînes avec le Périgord. Même pas. On va enchaîner directement sur cette magnifique nouvelle Assemblée nationale que nous avons. Ouais. Donc depuis maintenant Une semaine. 9 jours, 8 jours. Nous avons une nouvelle Assemblée nationale avec, je crois, près de 150 députés de la NUPES. Hein, donc pour ça, on est tous contents, je pense, autour de cette table, qu'il y ait cette force un peu nouvelle qui soit rentrée à l'Assemblée nationale en nombre. En tout cas, il y a au moins plus du double de députés de gauche dans l'Assemblée nationale que sous le précédent mandat. Il y a aussi en face 90 députés du Rassemblement national, et puis de toutes les façons la NUPES ça suffit pas pour faire une majorité, puisque au centre, le premier parti qui est sorti du deuxième tour des législatives, ça reste Renaissance / La République en marche. En fait, ma première question, c'est quelles ont été vos impressions, quel est votre sentiment aujourd'hui quant à cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, parce que juste pour fixer quelques points, quand on écoute certains députés et puis d'autres, les ressentis sont assez pas toujours les mêmes. Il y en a qui sont ravis en fait qu'il y ait cette NUPES si nombreuse, en disant c'est le début de quelque chose, c'est extraordinaire, on a une nouvelle force, en plus polarisée du côté le plus radical et pas dominée par la social-démocratie. Donc ça va changer complètement la façon dont on peut envisager les débats à l'Assemblée nationale et la construction des lois. Et puis d'autres qui disent bah oui, mais bon, en fait, c'est un des plus mauvais scores de la Ve République pour la gauche après 2017. C'est le deuxième plus mauvais score. Le Rassemblement national, bah non, mais c'est vrai. Loïc Leclerc. Non, mais il y a des gens qui sont plus alarmistes que d'autres. Tu vois, par exemple, François Ruffin. François Ruffin, il n'est pas triomphant en fait. Il n'a pas forcément fait la fête le dimanche au soir ou la semaine dernière. Donc voilà, il y a différents sons de cloche. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est je sais pas, champagne pour tous, ou est-ce que c'est morne pleine et puis va falloir cravacher parce que ça va être dur dans les 5 ans qui viennent? Il me semble qu'il peut pas y avoir de réponse univoque. Au regard des scores à la présidentielle et de l'expérience de la mandature précédente, qui avait transformé le score de Jean-Luc Mélenchon de près de 20% en un petit groupe à l'Assemblée nationale, et les petits scores des autres partis en des encore plus petits groupes, on peut se dire qu'on a sauvé les meubles. Et je pense que le soir du premier tour de la présidentielle, on aurait tous signé pour le volume de parlementaires qu'on a. En tout cas, à minima. Ceci étant dit, effectivement, c'est loin d'une majorité, et on voit bien tout l'espoir qu'a porté la NUPES, que porte cet accord, et je pense qu'il faut le porter par-delà l'élection, et ça va être un énorme défi. Ce sera pas le seul, et je pense que c'est là qu'il faudra que tous les cadres dirigeants à tout niveau n'oublient pas qu'à la fois il faut pas abandonner ce cadre, il faut le faire vivre, il faut le créer en fait, puisque aujourd'hui c'est un cadre de fait, un cadre avec quelques pratiques, mais pas un cadre organisationnel, donc il faut qu'il se crée. Mais en même temps, on en parlait tout à l'heure en marge du début de l'émission, il y a un volet important de circonscriptions qui sont perdues de très peu ou gagnées de très peu. Donc ça veut dire que dans le cadre qu'on connaît aujourd'hui, si le blocage persiste et qu'on était amené à avoir des élections législatives qui n'attendraient pas 5 ans, pas partielles du coup, parce que c'est pas uniquement la question des recours. Il peut y avoir une question des recours et des partiels. Alors là, c'est la cata pour nous, je pense, si on fait des partiels. Mais si on a une dissolution et une recomposition de l'Assemblée nationale, on est de toute façon fragile. Et on est fragile parce que je pense que François Ruffin fait une analyse qui est assez juste. On est très faible dans tout un tas de territoires. La dynamique qu'on a créée autour de la NUPES, elle a permis à plein d'endroits de dépasser des cadres qui fonctionnaient pas bien, etc. Il n'est pas garanti que la répétition juste à l'identique de ce qu'on vient de faire génère la même dynamique, et il n'est pas garanti que l'électorat Macron ou d'autres
se démobilisent. Donc il y a clairement un sujet pour travailler un ancrage de long terme dans tout un tas de territoires où la gauche est faible, en règle générale, et où à la fois le discours national, évidemment, sera plus ou moins porteur, selon qu'on arrive à faire vivre ou pas ce cadre et des propositions qui, évidemment, parlent à ces territoires. Mais c'est aussi un travail local. En clair, ça demande de l'argent, de l'investissement, des militants, du travail de formation, voilà, de mettre en place tout un dispositif qui va permettre de se déployer dans des territoires où aujourd'hui les élus NUPES au sens large, au-delà des députés, leurs traductions territoriales sont souvent plus faibles que que ceux d'autres forces, et particulièrement, tu parlais de l'ancrage sur la partie radicale, les élus locaux de la France Insoumise sont très peu nombreux. Les élus locaux de la gauche des Verts sont très peu nombreux. Donc en fait, la question, c'est comment on va aussi ancrer dans les territoires, dans toutes les échéances qui vont venir, cette dynamique. Et ça veut dire que à court terme, il faut qu'on soit capable de réfléchir sur cette structure, et pas juste de continuer, même s'il le faut, de continuer la campagne NUPES au cas où il faille refaire des partiels, une dissolution, etc. Mais aussi, après, d'aller projeter sur le terrain sur des dynamiques de moyen-long terme, des objectifs de construction, etc. Et tout ça, c'est une grosse machine à mettre en œuvre. Je pense que le très très court terme là est extrêmement important. Je me dis que si Macron devait être amené à dissoudre l'Assemblée, vu comment dès le soir et le lendemain du deuxième tour des législatives, on sentait certains commencer à craquer et à dire que la NUPES était déjà morte, et même pendant la campagne, en off, beaucoup nous le disaient, c'est un truc d'accord électoral, et chacun aura son groupe et tout, ce qui n'était pas clairement énoncé en public. J'ai du mal à voir si dans 15 jours, un mois, Macron dissout l'Assemblée, est-ce que la NUPES réussisse à reproduire exactement le même scénario sans que ça parte total en freestyle. Et à mon avis, ça serait genre une catastrophe totale s'il devait dissoudre. Oui, mais après, voilà, je fais un petit tac au tac avant de donner la parole, mais il me semble que là, quand même, les premiers jours sont plus prometteurs que ce qui pouvait, être attendu. L'intergroupe s'est créé. Il s'est doté d'un bureau, même si c'est pas un bureau statutaire, puisqu'il n'y en a pas dans un intergroupe, mais de facto, il se met dans l'état de fonctionner. L'état de plus gros groupes d'opposition sans être majoritaire nous place aussi dans une obligation d'alimenter cette dynamique. C'est-à-dire que, contrairement à si on avait été majoritaire et que chacun avait eu intérêt à reprendre ses billes pour jouer un rapport de force, ou si vraiment on avait été dans une bérésina électorale où on aurait dit la NUPES n'a pas fonctionné, là on est exactement dans le contexte qui nous pousse à avancer. Ça a quand même permis de gagner beaucoup plus de circonscriptions que la dernière fois, même si, encore une fois, c'est pas un succès formidable. Ça a quand même permis de gagner beaucoup plus de circonscriptions que la dernière fois, et personne n'a vraiment intérêt aujourd'hui à se mesurer. L'échéance qui nous attend et qui va être compliquée, c'est à mon avis celle de l'automne, au-delà des questions de dissolution, etc. C'est à mon avis celle de l'automne, où beaucoup des partis qui composent la NUPES, pour pas dire tous, ont des rendez-vous internes, et c'est normal, de bilan de cette séquence importante, présidentielle plus législative, et vont du coup avoir à se positionner par rapport à cette nouvelle structure. Donc je pense que pour l'instant, ça fonctionne plutôt mieux qu'espéré, et mieux ça fonctionnera jusqu'à ces échéances, plus ce sera facile de porter cette structure dans ces échéances. Pablo ? Moi, je suis plutôt d'accord avec ta deuxième intervention que la première. Je pense que Loïc et Pablo, vous êtes des spécialistes du catastrophisme. Vous faites partie des gens qui, à gauche, il y a 2 ans, nous disaient « mais de toute façon, Mélenchon, il peut rien faire, de toute façon, il va rien se passer, de toute façon, c'est déjà foutu, etc. » Alors, vous avez changé de choses en route parce que le vent a tourné. Mais je pense qu'il faut pas désespérer Biancourt. Genre vraiment, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une clarification de la couleur politique de la France. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Assemblée nationale est un peu plus représentative des rapports de force qui existaient déjà au sein du pays, mais qui se sont recomposés. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national arrive à un score qui serait à peu près en nombre de députés celui qu'il aurait si c'était une proportionnelle. Ok, c'est à peu près le cas aussi des élus de la France Insoumise et puis de la NUPES en fonction de comment ils se seraient présentés.
Et encore une fois, comme tu le disais, ça s'est joué de façon très serrée entre la NUPES et le camp du gouvernement, puisque dans 50 de circonscriptions, ça se joue entre 3 et 500 voix. Donc il y a des fois 10, 15, moi j'ai des potes perso, genre qui ont perdu à 80 voix et genre ils s'en remettent pas. Et c'est normal qu'ils s'en remettent pas, parce que ça a été extrêmement tendu, y compris ceux qui sont passés. On pourrait regarder, mais il y a aussi des circonscriptions où on est passé de peu. Et ça voulait dire que la polarisation politique, elle est encore réelle. Elle existait à la présidentielle, ça a été extrêmement tendu dans le trio de tête, et on le sait, et c'est pas la première fois, ça commence à être régulièrement le cas, et que cette logique des 3 blocs, elle apparaît à l'Assemblée nationale. Elle apparaît à l'Assemblée nationale, donc, je veux dire, et puis en plus, effectivement, on a pris des positions. On a pris au sens de, il y a plus d'élus, il y a plus de gens dans le combat parlementaire et dans les arènes politiques du pouvoir, et c'est toujours important d'avoir un point d'appui, honnêtement, pour voir ce qu'a pu faire le groupe parlementaire et l'opposition à 17, ce qu'ils ont incarné. Bon, bah, quand il va falloir, parce que indubitablement, genre, à un moment, il va y avoir soit dissolution, soit une majorité technique avec la droite, on pourra en discuter après, mais il va falloir, genre, s'opposer, il va falloir proposer autrement, il va falloir continuer à la fois lier le programme, le faire vivre dans l'arène parlementaire comme contre-proposition au projet de Macron, et de l'autre côté, bah, faire barrage à toutes les tentatives qui vont arriver sur la retraite à 65 ans, etc., etc. Et ben, ça va être utile d'avoir une assemblée, genre, qui n'est pas simplement la chambre d'enregistrement du pouvoir du président de la République. C'est juste une opposition dans ce qu'est la Ve République à 17 ou à des centaines de députés, ça change vraiment quelque chose? En temps de parole, ça change vraiment quelque chose. Oui, mais dans le vote, La Ve République, c'est un régime qui n'est pas un régime présidentiel déjà. Hein, genre, simplement, les gens ils font semblant de le redécouvrir parce que, pareil, encore une fois, on a eu des habitudes, souvent journalistiques, no offense les gars, mais genre, en tout cas, vos collègues sur les chaînes de télé en continu, genre, ont l'habitude de dire des énormités qui n'ont aucun sens ni en droit politique, ni en droit constitutionnel, enfin rien du tout, et qui confondent pratique et réalité concrète avec ce qui est possible de faire. Ce qui se passe, c'est que tout est en évolution constante. Ça fait 2 ans qu'on a un cycle politique qui allait super vite. C'est un des marqueurs de la crise. On arrive à une nouvelle étape de la crise, à savoir une constitution que on a en plus pendant cette campagne dénoncée comme n'étant plus à jour, n'étant plus en phase avec les besoins, est en train de, voilà, elle a craqué. C'est pour ça que des deux côtés de l'arène, le Rassemblement national comme de la NUPES, c'est rentré là où, à la base, les mécanismes étaient hyper antidémocratiques. Bon, bah, donc du coup, la Ve République, elle sera ce que les pratiques politiques possibles aujourd'hui en feront. Et pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est ça qui est la Ve République. Aujourd'hui, c'est un blocage. Si je puis me permettre, enfin, les pratiques de la Ve République, là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, ça ne sera pas ce que nous, on voudrait que ça soit, ça sera ce que le pouvoir voudra que ça soit. C'est complètement différent. Et juste te répondre sur le catastrophisme, et après je te laisse parler, tu vois. Genre, effectivement, moi je suis plutôt catastrophé en fait par la situation. Ça fait peut-être 2 ans que je suis catastrophé par la situation, mais enfin, tu en conviendras, la situation à la fois liée au réchauffement climatique, à la paix dans le monde, la situation genre de misère absolue et de dureté de la vie pour beaucoup de Françaises et de Français, excuse-moi, mais ça prête pas non plus à genre pump it up, vive la vie et c'est super. Non mais ce que je veux dire c'est que genre c'est aussi à ça en fait que genre bah nous par exemple Loïc et moi en tant que journalistes tu vois on est aussi genre on récupère aussi ces paroles là, on récupère aussi ces émotions et ces affects là et que ce qui se passe dans le champ politique c'est une chose très importante mais parfois effectivement il y a un peu une déconnexion en fait entre genre la proposition politique qui peut être une proposition qui est porteuse d'espoir etc et puis la réalité de la vie des gens et aujourd'hui la réalité de la vie des gens c'est que bah je suis désolé, mais la NUPES n'est toujours pas au pouvoir, la gauche n'est toujours pas au pouvoir, qu'elle soit radicale ou pas d'ailleurs, et que la République en marche, déjà qu'elle était très à droite, très dure, très autoritariste, très tout ce qui est sécuritaire, tout ce que tu veux, elle va faire une alliance avec les Républicains pour genre pouvoir être maintenu au pouvoir. C'est-à-dire encore plus à droite, c'est-à-dire des gens qui sont en train de flirter avec le Front National. Donc, déjà, on n'en sait rien. Moi, ce que je dis, c'est que je pense que c'est probable. Tu disais, le pouvoir fera ce qu'il veut. Ben, on verra, tu vois. Parce que les Républicains, ils ont aussi besoin de vivre politiquement. Et que s'ils se démarquent pas de la République en marche, eh ben, ils vont crever la bouche ouverte. Et ils sont déjà en crise profonde et on verra. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être hyper déter pour travailler en bonne main. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. D'autre part, effectivement, c'est de la merde partout. Mais aussi, on peut regarder qu'est-ce qui se passe. En France, on est le seul pays d'Europe où la gauche est en train de relever
péniblement, mais enfin en tout cas la tête par rapport à des pays où ça n'existe pas. Dans le bloc de l'Est, il n'y a rien. Dans l'Europe du Sud, il y a vaguement l'Espagne, qui a une espèce de compromis social-démocrate qui va pas très loin. En Italie, il n'y a plus de gauche depuis 20 ans. Je veux dire, en Allemagne, la gauche est en train de se casser la gueule. Die Linke est en train de complètement disparaître. Intéressant que tu relis ça. En fait, le mouvement mondial, en fait, est plutôt réactionnaire que progressiste. Bien sûr, c'est pour ça que moi je sais très bien que genre le fond. C'est pas catastrophiste ça, comme vision du monde. Le fond de l'air est pourri, mais justement. C'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas désespérer. L'attitude qui consiste à dire parce que c'est la merde, suicidons-nous collectivement, ce qui est quand même le discours. Bah si, moi je pense que c'est le discours continuel de ceux qui à gauche n'ont pas apprécié de ne pas être à l'initiative, parce que la gauche qui s'est recomposée aujourd'hui, elle a été faite par Jean-Luc Mélenchon. La Nupes, c'est pour ça qu'elle est fragile, c'est que ça a été le compromis, on en a parlé la dernière fois, d'un accord qui était un accord de rapport de force, ok? On a dit au PS, vous signez là. Vous voulez pas signer ça? Pas grave, vous aurez le droit de pas faire ça sur le programme. Mais maintenant, vous signez là si vous voulez avoir des places. On est dit au PC, vous voulez un groupe, vous voulez pas un groupe? Qu'est-ce qui se passe? Faites-le. Les Verts, pareil. Et maintenant, on essaie de faire vivre une culture politique commune à partir d'un moment où ça a été imposé par la force. C'est très compliqué. En même temps, bah, comme le disait Marie très justement, genre c'était pas bien, parti, et puis voilà, on commence à avoir un intergroupe, on commence à avoir des pratiques, il y a une volonté d'avoir des candidatures communes pour toutes les formalités genre qui se passent à l'Assemblée. Derrière, bien sûr qu'il va y avoir des risques. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bloc social-démocrate à l'intérieur. Il va vouloir exister. Et puis c'est les Verts et le PS, ok. Ceci dit, je pense que et de l'autre côté, les communistes. En fait, ça va être un jeu à trois bancs. Il y a deux sortes il y a trois risques pour la Nupes. Le premier, il est genre une question d'opportunisme. On sait qu'il y a des gens qui sont venus parce qu'ils en avaient besoin pour exister, ok. La question, c'est est-ce qu'ils vont persister? Par exemple, le PS a eu un geste très opportuniste. Il a réussi son combat, mais en attendant, aujourd'hui, il fait bien mieux le taf que le Parti communiste français. Et ça m'arrache la langue de le dire. Pourquoi? Parce que le Parti communiste français, il est dans un autre opportunisme, qui est bien sûr l'opportunisme des places, ça il a toujours été, mais un opportunisme politique, au sens de ce que Lénine disait, à savoir, contre son camp social, il met ses propres intérêts. Il est dans un mépris total par rapport aux populations, hein, quand il parle de quartiers périphériques. En fait, les pauvres qui ont voté pour la gauche, c'est pas les bons pauvres, pour Fabien Roussel, qui est quand même pas un as et une lumière dans cette campagne depuis le début. Et en gros, leur opportunisme, c'est une espèce de flirt avec la droite où ils aiment bien se faire sentir comme une alternative. Et heureusement, André Chassaigne aujourd'hui a été un peu plus clair dans l'humanité parce que Fabien Roussel, il a passé le week-end à dire ouais, moi je suis content que la droite me reconnaisse comme républicain, les autres c'est les connards. Les Verts ils vont devoir exister, ils ont signé parce qu'ils ont besoin. Bon, ok, maintenant on avance. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr qu'on a gagné des positions, bien sûr qu'on a on pensait même pas pouvoir avoir un groupe il y a un an. On a 140 députés. Faut dire, il faut arrêter. La question, c'est bien sûr qu'il y a des difficultés. En attendant, on a marqué des avancées partout. Alors, juste, Marie, quand Pablo fait une proposition il a raconté l'histoire là de ces dernières semaines. Il a dit voilà, on a cassé le bras aux autres forces politiques et on les a forcés à signer. Et il dit bah du coup c'est un peu compliqué de dialoguer. Est-ce que toi tu vois aussi les choses comme ça? T'as l'impression qu'on t'a cassé le bras et si tu considères qu'on t'a cassé le bras, comment est-ce qu'après tu vas discuter avec ton tortionnaire? C'est pas que je le souhaitais. Hein. C'est un constat cynique, hein, mais. Bah, moi, je pense que c'est une lecture d'histoire qui est pas complètement fausse. Je veux dire, à un moment donné, ceci étant dit, un compromis dans lequel tout le monde avait intérêt, pour lequel, je pense, dans chacune des formations politiques, des gens avaient milité depuis longtemps pour que ce compromis arrive. Compromis qui n'était pas non plus souhaité jusque-là par Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même se retrouve à proposer ce compromis parce qu'il sait les limites de sa propre organisation. Et je pense qu'après, on peut en avoir toutes les lectures. Ceci étant dit, je pense que là où Pablo a raison, c'est qu'il y a clairement un rapport de force qui préside au dispatch des places. Ce rapport de force, il finit aujourd'hui parce que la victoire est en demi-teinte. Il finit par n'être pas trop déséquilibré. Et je pense que c'est important pour la survie de la NUPES. Plus la victoire était importante, et je ne crois pas que qui que ce soit resté sur son siège à attendre que l'élection passe, plus la victoire était importante, plus la proportion de la France insoumise dans ce qu'aurait été le groupe NUPES explosait. Donc là, on arrive à quelque chose qui, à mon avis, peut vivre sans que les uns ou les autres se sentent écrasés. Je crois que effectivement, on a le souhait, on est un certain nombre à avoir le souhait de porter ce projet au-delà de cette échéance. Ceci dit, Pablo le disait tout à l'heure, qu'à un moment donné, il puisse y avoir deux tendances dans la NUPES, de constitution qui s'expriment et qui construisent, est à mon avis sain.
Parce que si la NUPES franchit le cap dans 140 circonscriptions, c'est bien parce que se retrouvent dans ce cadre collectif, y compris des gens qui ne sont pas sur la ligne radicale. Et je veux dire, et c'est tant mieux. Et parce que on peut les amener à évoluer sur certains sujets, etc. De la même manière qu'on peut amener des électeurs du Front National à repenser leur position sur plein de sujets. Et donc, je pense que ça, c'est le travail qu'on a à faire collectivement, le chemin qu'on a à trouver collectivement. Après, moi, je voulais quand même revenir un tout petit instant sur ce que tu disais tout à l'heure sur les pratiques qui auront lieu dans les prochaines semaines. C'est pas celle qu'on veut nous, c'est celle que voudra le pouvoir. Oui et non. Parce que tu posais la question tout à l'heure, est-ce que le fait d'avoir un groupe plus important change vraiment des choses? La réponse est oui. En fait, ça change clairement des choses. D'abord, ça change des choses en termes d'argent, purement et simplement. Ensuite, ça change des choses en termes de temps de parole et donc de capacité à avoir des questions publiques, enfin des questions au gouvernement au sein de l'hémicycle, etc. Quand même 2 fois par semaine, c'est pas rien. C'est des capacités à impulser des commissions d'enquête, etc. En plus, notre caractère un peu composite nous permet aussi d'avoir les outils de plusieurs groupes. Ce qui est un défaut pour certaines choses est une qualité pour d'autres parce que ça nous donne des attributs 4 fois plus nombreux que celui d'un groupe uni. Donc, je pense que là-dessus, ce sont des choses importantes qui vont jouer là dans les semaines qui viennent. Un rôle important parce que notre constitution et les us et coutumes, parce qu'il n'y a pas que des règles constitutionnelles, les us et coutumes de nos assemblées sont aussi construites autour des contrepoids, et que donc il y a des contrepoids institutionnels qui existent, et que plus ton groupe est fort, et plus tu peux t'en saisir. Je veux dire, la question qui se pose sur la présidence de la commission des finances, qui n'a jamais passionné personne avant ce mandat, genre... Eh ben, c'est une question importante. La question des questeurs aussi. La question des J'ai vu que questeurs, il y avait une grosse bataille pour les questeurs. Rien à branler, enfin, savoir quel menu il y a à la cantine. Ouais, bon, exactement. Moi, je m'en fous de C'est un cette peu question. plus Et je que- pense, mais je m'en fous de l'Assemblée, si vous voulez dire. Bon, entre guillemets, genre, c'est pas vrai, mais je m'en fous pas. Mais là où je suis pas d'accord avec Marie, c'est que moi, je dis pas que c'était bien le tordre la main des autres, etc. Je pense qu'elle a raison Marie, quand tu dis que tout le monde y avait intérêt. Je pense juste que la question, c'était sur quelle base. Et qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, artisan quand même de ce qu'a soulevé notre camp social jusqu'à présent, l'a fait sur ses propres bases et que c'est pas quelque chose qu'il était contre dès le départ. Il faisait pas dans n'importe quelle condition. Et sa condition, c'était sur ses propres bases. Bon, genre, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et moi, j'étais d'accord avec ça parce que j'étais d'accord sur ses bases. Bon, je vais pas dire. Mais la question, c'est donc, du coup, comment on continue de construire un camp. C'est ça que je disais par groupe. Les risques, quand je parlais des opportunismes, il y a le deuxième risque, c'est la fracture politique. Moi, je vois d'un très mauvais œil, genre, le gag continu de ce que fait Fabien Roussel. Pas simplement parce que, genre, c'est une épine et un couteau dans le dos en permanence. C'est parce que politiquement, il est capable de porter la NUPES vers des conflits et des débats dont on n'a pas besoin pour le moment. Parce que la question qui va se poser, c'est la question d'une continuation du construction du camp social. C'est-à-dire, en dehors de l'Assemblée et de comment des groupes vont s'organiser, c'est comment on reste. On se rappelle, Mélenchon, il sort de la séquence et il fait une conférence sur les blocs sociaux. Hein, et il essaye d'imposer ce langage de 3 blocs. Pourquoi? Parce que pour lui, l'important, c'est pas qu'à l'intérieur il y ait une diversité. Bien sûr qu'il y en a, elle existe, on le sait tous. À gauche, c'est hyper. La question, c'est comment il y a une cohérence globale. Et c'est pour ça que les pratiques communes à l'Assemblée, le fait qu'il y ait des gens dans chaque camp, que la députée Elsa Faucillon, quand Jean-Luc Mélenchon dit peut-être qu'il faudrait faire un groupe commun, elle dit on est prêt. Pendant que l'autre, on sait pas, il est prêt à appeler Macron. Genre, quand il y a des gens, non mais, tu vois, quand il y a des gens comme ça de partout, et il y en a à Europe Écologie Les Verts et dans le pôle écolo plus généralement à Génération Vert, des gens qui sont pour qu'on continue. Et genre, est-ce que ça veut dire, il faut pas confondre cadre unitaire et camp social? C'est ça toute la question de où est-ce que c'est que le compromis politique se fait sur la ligne. Mais cette construction de camp, elle est importante parce qu'elle se joue aussi à l'extérieur de l'Assemblée et que c'est ça qui porte. Est-ce que la NUPES va pouvoir continuer si dans un an c'est dissous? Bah, s'il y a un cadre qui dit nous représentons ça, ce programme, cette alternative, et c'est ça qui s'est joué dans les législatives, cette possibilité de vaincre Macron, alors elle a des chances. Si elle n'est plus qu'une alliance entre des gens qui disent ben on est tous ensemble à peu près d'accord là-dessus, et puis peut-être qu'on aurait une chance cette fois, là, et cette nuance est hyper difficile à comprendre. Dans la façon là dont tu as raconté l'histoire,
récente, tu donnes un rôle très important à Jean-Luc Mélenchon. Je pense que tu as assez raison de le faire. Tu te dis artisan, etc. Enfin, Il est pas seul. oui, mais en fait, c'est une vraie question. Qu'est-ce que là, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été réélu. Genre, est-ce que tu penses que genre, comment? C'est pas présenté. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses que genre peut être genre en fait ce mouvement gazeux qu'il a représenté sans sa clé de voûte? Mais en fait, genre ça vous concerne pas, tu vois. Genre, moi, j'ai âgé dans 2 jours. Ouais, parce que tu te réfères sans arrêt à lui. En fait, c'est-à-dire que pour décrire en fait ce que c'est ton camp politique, pour décrire ce que c'est que la France insoumise, en fait, sans arrêt, en fait, tu te réfères à des discours de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que, mais est-ce qu'il y a un autre endroit, un cycle électoral qui dure depuis maintenant 5 ou 6 ans, Non. qui commence avant 2017? Il s'est présenté comme candidat, j'ai dit, je pense que c'est le bon choix. Je m'y suis lancé, et qu'est-ce qui se passe? Il était mon candidat à la présidentielle, et il était Mais tu par l'as dit, artifice même- pendant les... Même dans les questions de l'organisation, tu te réfères à lui. Bien Tu sûr. dis, genre, c'est lui quand il est au sort. C'est l'artisan de la séquence politique. Voilà. Maintenant, elle est fermée. Ok. Elle est fermée. Elle est en train de se fermer. On va Ouais. voir comment ça se passe à l'Assemblée. Donc, on ferme la parenthèse, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a En inventé. tout cas, genre, on change. On est en train de On tourner. ouvre un nouveau chapitre du livre. d'où C'est ça toute que la je voulais question. dire, parce que on n'a pas fermé C'est ça, grand-chose toi. pour l'instant. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je sais pas. C'est pas mon pote. Je le connais pas. Tu vois, genre, donc, Mais en fait, Les Français veulent savoir. ouais, c'est ça, les Français veulent savoir. Mais c'est surtout, sans lui, est-ce que c'est possible? Mais bien sûr, parce que genre, je ne crois pas non plus au récit du fait que genre, mais non, parce que derrière, en fait, c'est des travail de dingue. Encore une fois, ce programme, c'est une recension cartographique de là où on est notre plan social, ok? Et c'est pour ça que genre, ça a si bien marché auprès de tant de gens. C'est pour ça que les associations disaient, écoutez, dans le programme, il y a ça. Nous, on est proche de ça parce qu'ils reprennent nos propositions. Et combien d'auditions? 300 auditions, des chercheurs, il y a plein de gens dans cette boutique-là. On l'a vu d'ailleurs, à l'Assemblée, ils sont 71. Enfin, je veux dire, et ils auraient pu être le double. Donc, il y a des gens qui travaillent. Moi, je suis hyper étonné dans mon comité, par exemple, d'avoir vu des gens débarquer pour les législatives. Et là, ils sont hyper chauds. Je milite régulièrement avec eux encore. Ils sont hyper chauds pour la suite. On vient d'avoir une réunion. Ils me disent, bon, là, on fait quoi? Et notamment sur ces questions d'implantation. On veut faire ci, on veut faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas? Il y a un bouillonnement, bien sûr. Les cadres qui ont tenu jusque-là, et je parle pas des personnes, je parle des formes d'organisation qui ont tenu jusque-là, elles ont servi à une séquence. Maintenant, elles doivent changer. Mais c'est ça la question, c'est que tout est dans l'inédit. L'inédit au niveau institutionnel, l'inédit au niveau de forme d'organisation, et l'inédit sur comment on va se considérer notre camp social. La question, c'est au niveau institutionnel, est-ce que c'est un nouveau cycle de la crise politique? À savoir, est-ce que, on n'a pas de majorité, on dissout, ça se résout et on repart en arrière ou pas? Est-ce que c'est un nouveau cycle à l'italienne, à savoir des gouvernements techniques sans majorité pendant 10, 15 ans, mais on n'a pas d'effondrement de la gauche comme en Italie pour l'instant, donc c'est nouveau et on ne saura pas ce que c'est? Est-ce que les organisations vont travailler à des cadres? Il va y avoir, comme le Parlement de l'Union populaire, des cadres comme ça où ça va s'élaborer différemment? Est-ce que, voilà, il y a plein d'inconnus. Non, mais je pense que là où tu as assez. Là où, à mon avis, vos deux questions se répondent, c'est que bien sûr que la question de la structure de ce qu'était autrefois la France insoumise devenue Union populaire pour la présidentielle, qui s'est rassemblée avec d'autres pour faire la NUPS, pose aujourd'hui la question de son devenir. Quelle forme elle va prendre, y compris pour continuer à travailler dans le cadre de la NUPS. Je ne crois pas que la NUPS soit la suite de l'Union populaire. Je crois que c'est y compris pour fonctionner, pour qu'elle ait une chance d'avancer, un cadre collectif qui doit nous rassembler, mais dont je pense qu'on rencontrerait vite les limites entre un mouvement sans structure qui voudrait que sa structure soit le cadre unitaire et des mouvements avec des structures qui vont eux aussi avoir besoin de se recomposer. Je veux dire, c'est le cas de Génération, c'est le cas de LV, tu parlais tout à l'heure des questionnements qui s'y posent. Je pense que, sans être devin, je pense que le Parti Socialiste a le même genre de questions. Donc, Il n'y a que le PC qui ne veut pas changer. Oui, il n'y a que le PC qui est vraiment très accroché. Bon, et pourtant, on les aime bien, on ferait bien des trucs avec eux. Bref. Donc tout ça pour dire que oui, évidemment, c'est une question importante, comment ce mouvement gazeux va s'organiser. Est-ce qu'il peut survivre à Jean-Luc Mélenchon? Je pense que oui. Mais après, il va devoir définir sa propre forme d'organisation et les nouvelles méthodes de désignation de ses leaders, de ses porte-paroles. Et il y a déjà un effort qui est fait
Alors aujourd'hui, sans s'appuyer sur toute la structure, enfin je parle pour une structure qui n'est pas la mienne, mais a priori sans s'appuyer sur toute la structure de la France Insoumise, mais en faisant émerger des gens. Enfin, je veux dire, à l'Assemblée nationale, c'est du coup une codirection. Je crois que les porte-paroles ont changé. Enfin bref, il y a quand même toute une structure qui fait émerger des gens et qui demain va se trouver une nouvelle organisation. Mais vraiment, laissez-nous tranquilles pour le moment. Enfin, je veux dire, on a réussi à rendre un champ politique. Tout le monde. Et c'est en mode, c'est pas la question pour l'instant. La question, c'est celle de l'organisation du camp social, ce que je disais tout à l'heure. C'est pour l'instant, bien sûr qu'on a des questions à débattre, nous. Bien sûr qu'on a des questions à débattre. Mais je veux dire, pour l'instant. Qui tu exclus en fait de ton. Quand tu dis laissez-nous tranquille? Non, mais je dis, au sens la France Insoumise, mouvement gazeux, pas gazeux, comment on va s'organiser, bien sûr. On se pose des questions. Mais c'est notre. Alors, sans vouloir, genre, je fais partie de la France Insoumise, hein. Je vote à chaque fois qu'on me demande de voter, je vote, etc. Je suis même à des groupes d'action et tout. Oui, exactement. Donc le nous, genre, ça s'adresse aussi à moi. C'est des questions que je me pose, tu vois, en tant que. Genre, en tant que citoyen, quoi. Tu veux savoir comment s'organise notre camp. C'est assez, genre, légitime. Par ailleurs, les partenaires aussi se posent des questions. T'es dans tes groupes d'action, tu participes aux assemblées générales. Non, plus maintenant, j'y suis pas allé depuis longtemps, mais j'avais fait en 2017, dans le 10e arrondissement. Tu fais ou pas, hein. Moi, je suis dans aucun parti, mais ça m'intéresse fortement ce que fait la gauche. Sauf que, genre, en gros, voilà, encore une fois, demain, j'ai une assemblée générale, ok, et on va discuter de qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis on va voir, et partout on discute, on vient de faire une séquence de dingue, on s'est crevé des dents. Genre, je vais venir surtout que j'habite sur ça, Circo. Laissez-nous le temps de nous organiser. J'ai rien à faire demain soir. Genre, non, c'est le 18e. Bah oui, je suis là. Mais, non, mais, moi, je suis Daniel Obono. Ouais, mais c'est pas une AG de circonscription, ça c'est. Mais il y a des AG de circonscription. Mais oui, on a beaucoup de cadres, contrairement à ce que vous croyez. Mais peu importe, la question pour nous, c'est bien sûr que les militants se chargeront de faire évoluer les structures comme par rapport à ce qu'ils pensent être la période. La question principale, c'est de dire comment on organise notre camp social pour que ça continue. Ça continue à la fois sous le signe de cette unité des contraires, mais qui est nécessaire pour pouvoir former un bloc cohérent. C'est-à-dire l'adversaire, faut pas se tromper, c'est Emmanuel Macron et c'est l'extrême droite, ok. Et genre, ça demande de voir les écueils suivants, qui est qu'est-ce qu'est l'analyse? Parce qu'on sait que dans les analyses, il y a des visions contradictoires, et quand elles sont trop irréconciliables, généralement c'est là aussi que les affaires bureaucratiques se divisent. Donc cette question de ville-campagne, par exemple, ça va être une grosse question qu'on va débattre. Est-ce qu'il faut la débattre avec certitude en disant sur les plateaux, le problème c'est, genre, il y en a qui pensent qu'il faut sauver, genre, les Noirs et les Arabes du périurbain, et de l'autre, les Blancs des campagnes, alors que à Perpignan, genre, c'est des Blancs dans des petits pavillons petits bourgeois, non, plus Fabien Roussel, mais qui ont voté le Rassemblement national, qui a gagné 16 circonscriptions en Occitanie, qui sont la majorité des circonscriptions urbaines de petits bourgeois, retraités, blancs qui détestent les Arabes, faut pas non plus se poser les mauvaises questions. Donc, ou est-ce que, genre, comment on va en trancher? Comment d'autres analyses sur la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, comme disait Marie, est-ce que elle pense que elle, genre, en tout cas, j'ai peut-être mal compris tout à l'heure, mais que le fait qu'il y ait des gens moins radicaux de ça, c'est ça qui peut aussi faire revenir des gens qui sont d'ailleurs vers nous. Moi, je pense que c'est l'inverse, puisque par exemple, dans les 80 circonscriptions, 89 qui a gagné le Rassemblement national, il y a 10 ans, en 2012, la majorité était de gauche. Et de quelle gauche? Le PS, celle qui a échoué. Donc je pense que, et l'autre c'était de droite, 37 qui était de droite, et c'est la droite, les Républicains. Les deux partis qui sont en échec nous donnent des circonscriptions. Toutes ces questions d'analyse vont être importantes, mais c'est le camp social qui compte, c'est-à-dire le fait qu'en dehors de la structure du PS, comment on organise ceux qui ont collectivement intérêt à produire un rapport de force contre les forces auxquelles on s'oppose, je répète, Macron et l'extrême droite, à partir de la base idéologique commune qu'on porte, savoir un progrès progressiste, écologique et anticapitaliste. Je voulais juste rebondir sur un truc qui est pas, c'est pas qu'une question rhétorique, c'est que je pense que, par exemple, l'exemple que tu prends sur des circonscriptions anciennement socialistes qui aujourd'hui sont passées au RN, la question de notre positionnement collectif sous le drapeau de la NUPES peut poser une vraie question par rapport à cet électorat anciennement de gauche. Enfin, tu vois, j'ai pas d'avis, il faudrait regarder beaucoup plus en détail la manière dont se découpent les votes, quel parti n'est pas allé voter, etc. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que pour faire une gauche au sens, une gauche écolo au sens de la NUPES qui réussit, qui gagne, qui l'emporte, je pense qu'on a besoin de ces deux pieds. Alors, 60-40 dans un sens ou dans l'autre, je suis personne pour donner plus mon avis que les autres, mais je dis juste que je pense que
on a besoin de ces 2 pieds pour passer les 51%. Pour passer les 51% à la présidentielle, pour passer les 51% dans, je sais plus combien il en faut, 280, 260, ouais, aux législatives. Et que, force est de constater que pour l'instant, le camp plus réformiste, qui s'est lui-même beaucoup, par sa propre faute, beaucoup affaibli ces dernières années, bah il n'a pas fait sa part du taf et il n'a pas ramené une part suffisamment conséquente du gâteau dans le pot commun. Donc je pense que ça fait partie des sujets qui s'attendent. En fait, la question en fait que tous les deux là vous avez posé un peu, tu vois, c'est sur quelle base en fait toi, tu parles des analyses. Tu as dit genre on va refaire des analyses, etc. Enfin, c'est tout à fait intéressant, mais en fait la question c'est est-ce que tu considères que aujourd'hui, tu vois, genre tu pars plutôt le constat d'un échec ou d'une victoire. C'est-à-dire que si tu dis c'est une victoire, bon bah il faut continuer à faire la même chose et puis au bout d'un moment, on va y arriver, on va enfin avoir on va passer le cap du premier tour d'élection présidentielle, on va arriver à imposer un deuxième tour et puis on peut potentiellement gagner le deuxième tour sur la base en fait de ce qui a été proposé avec la liste de courses dont tu as parlé, avec toutes les associations, etc. Ou bien est-ce que tu considères que en fait ça va pas le faire, tu vois, genre parce que genre en fait on fait que 22% des électeurs au premier tour, que c'est chaud, que pareil aux élections législatives, que tu vois pas très bien en fait comment arriver, tu vois, à décrocher plus de 289 députés et que du coup la base même en fait est à revoir puisque genre la stratégie est une stratégie qui permet de porter très haut effectivement à la fois le candidat Mélenchon et puis après la NUPES, mais pas suffisamment en fait pour envisager une majorité. Mais après, tu as 5 ans pour Une le gauche faire. radicale à 20-25 comme à la belle époque, mais il n'y a plus les socialistes. Ouais. Et c'est une victoire par rapport au résultat de 2017. C'est une défaite quant à l'objectif de gagner le pouvoir. Oui. Bon, il n'y a pas de difficulté à le dire. La question, c'est, je pense qu'il faut oublier les fantômes du passé et croire et arrêter de, tu vois, comme c'est ce qui me gênait tout à l'heure quand tu disais le plus faible score de la 5e République. En fait, moi, je m'en fous. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oui, effectivement, dans une société où le capitalisme néolibéral a tout dévasté, les liens sociaux sont éclatés, les gens sont détruits. Ce que tu disais tout à l'heure sur les angoisses climatiques, sur la déflagration antisociale qui s'est passée, fait qu'on a une société qui est meurtrie. Et donc, on ne peut pas s'attendre à avoir, non mais on peut pas avoir à attendre qu'il y ait les mêmes choses ou qu'on ait les mêmes rapports de force qui existaient à l'intérieur de compromis et de rapports sociaux qui n'existent plus aujourd'hui. La question, c'est dans cette optique-là, je trouve qu'effectivement, ce qui a été produit là est une avancée. Une avancée pour continuer des combats, et c'est la lutte qui clarifie tout. J'ai vu là encore, il y avait une polémique sur Rachel Keke de ça. Moi, je m'en fous. La lutte, elle dit la lutte clarifie. Genre, c'est des personnes qui se sont mises à lutter et elles ont dit, bon, maintenant, la ligne, c'est ça, et je vais m'engager là-dedans. Et moi, je pense que c'est extrêmement important. Je vois énormément de gens se sont engagés là-dedans. Des gens qui n'avaient pas les profils, notamment les gens qui sont avec moi aujourd'hui, qui ont envie de faire des trucs. Je pense que c'est pareil partout, c'est aussi pareil ailleurs dans d'autres organisations, etc. Je pense que ces questions vont revenir. Bon, encore une fois, j'ai un avis assez tranché sur le fait que la modération social-démocrate n'est pas une bonne chose. Mais pour l'instant, c'est plus l'enjeu aujourd'hui, là. Pour l'instant. Parce que pour l'instant, on avance avec eux dans un cadre où on est d'accord, on s'est mis d'accord à minima sur les choses. Le risque, il va être sur... C'est pour ça que j'insiste sur les analyses. Sur quelles sont les fractures possibles. On le voit venir. La fracture républicain-non républicain, genre qui est en train de nous fracasser en deux sous les coups de marteau de la droite et l'aide de Fabien Roussel qui tient le manche, genre c'est un problème. Et d'ailleurs c'est pour ça que je disais clarification nécessaire de André Chassaigne ce matin quand il dit je vois pas pourquoi on nous déclare nous plus républicains que la France insoumise. Je pense que c'est un geste très important de la part d'un mec qui a mis Fabien Roussel à la tête du parti. Bon, c'est ça cette première fracture, mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, on sait bien, sur la question européenne, derrière, quand il va y avoir les européennes dans 2 ans, comment va être notre camp social sur cette question, alors qu'on sait que c'est un truc hyper tranché entre, enfin, tu vois, Marie et moi, on serait jamais d'accord sur cette question, mais alors jamais, tu vois. Genre, parce que j'ai une position d'extrémiste, je veux bien l'avouer là-dessus. Mais, donc, camp social. Qu'est-ce que c'est un camp social? Et ça, c'est aussi le truc, c'est que pour l'instant, les partis, la NUPES, c'est à mon avis un proxy pour établir quelle est la couleur, le cheminement d'un camp social. Elle est le proxy des gens mobilisés dans ce camp social. Mobilisés de façon très spécifique, politiquement, syndicalement, dans les associations. C'est aussi une certaine sociologie. C'est aussi derrière le halo des gens qui sont accrochés par cette sociologie. Et que là, ça suffit pas. Okay.
Moi, j'ai toujours dit ici, hein, on ne gagne pas par effraction à gauche. Donc maintenant, en tout cas, c'est un point d'appui meilleur Voilà, pour la suite. Clairement, on a un gros travail d'analyse qui nous attend, un gros travail de structuration, et je pense vraiment que, effectivement, dans les échéances qui nous attendent, il y a notamment le fait de ne pas tomber dans ces travaux de clivage qu'on nous propose, notamment sur la question républicaine, etc., etc. Il y a d'autres clivages qui sont intéressants. Il y a des clivages intéressants, mais ceux-là, ils sont assez faciles à régler, vu qu'il y a une personne qui fait chier quand même. Non, mais c'est pas vrai, parce que en dehors au-delà de la NUPES, la question c'est pas que aujourd'hui à l'intérieur, c'est que dehors, l'objectif va être de nous faire exploser. L'objectif politique, c'est de nous faire exploser. Donc, je n'attends pas à ce que Macron soit gentil, mais par contre, ce que je pense, c'est que nous, collectivement, on doit travailler à tisser, renforcer ces liens, à être attentif beaucoup plus que par le passé, par exemple, à nos prises de parole individuelles, justement pour les rendre facteurs de liant, là où une sortie maladroite, un propos machin, d'un élu, hein, des fois isolé, on n'a pas besoin que ce soit, voilà, ça peut être un élu isolé dans une ville, ça peut être machin, qui peut foutre le feu aux poudres et donner durablement du grain à moudre à la droite dure, sans parler du Front National, et à la droite libérale, qui aujourd'hui est quand même de plus en plus de droite, et qui, à mon avis, peut là-dessus fracturer de manière très très durable ce qu'on a essayé de construire, et nous renvoyer très rapidement à l'état de puzzle. Donc je crois qu'on en a le souhait. Je pense que tout le monde fait attention, je pense que c'est en construction, mais je pense que ça, c'est un point tout aussi important que engager des travaux dans tous les territoires, vraiment, parce qu'on est fragile, on le voit maintenant, et c'est vrai pour toutes les élections. L'électorat est très volatile, les gens qui se déplacent ne sont pas les mêmes, le pourcentage de gens qui se déplacent n'est pas le même, et du coup, change vraiment structurellement d'une élection à l'autre le résultat. Ça dit un grand risque pour la démocratie. Parce que pour X, Y raison, demain ne peuvent se déplacer que les fachos. Hein. Donc je pense vraiment qu'on a à réancrer quelque chose. Et cette dynamique de la NUPES, elle a déjà fait ça, en partie. Mais dans 90 circonscriptions du Rassemblement national, je pense qu'il faut quand même, genre 74% d'entre elles 74 d'entre elles, avaient mis Marine Le Pen en tête à la présidentielle. Oui. C'est pas non plus une surprise. Genre, elle a faiblesse dans les territoires. Moi, je comprends. Je suis quelqu'un qui pense, c'est ma culture politique. Il faut s'implanter localement. Et ça. J'étais au PC. Genre, je sais ce que ça veut dire. Je pense que c'est un objectif nécessaire, louable et urgent. Donc, j'ai pas de problème là-dessus. Je pense quand même que c'est un mirage aussi beaucoup qu'on s'explique à gauche pour comprendre notre faiblesse dans les territoires. Il y a des territoires qui ne voteront plus jamais pour nous. Il faut se l'expliquer très très tranquillement parce que pour l'instant, ils ont topé avec le Rassemblement national sur le deal qu'il leur propose de faire. Ce deal-là est extrêmement simple. C'est vous êtes des petites catégories de travailleurs. Vous êtes ils disent pas prolétaires, mais en gros ils disent vous êtes des gens humbles, en difficulté. Et nous, on va vous proposer un truc. C'est que dans la hiérarchie totale, bah écoutez, on va vous garder la sécurité sociale, on va vous garder certains avantages qu'on ne donnera pas aux étrangers. Et comme ça, vous ne serez pas les derniers. Ok, la proposition c'est ça. Vous ne serez pas les derniers. C'est pas les derniers. Attends, du coup, ces gens-là, on doit les abandonner? Non, je dis que ces gens-là, ils font aussi un choix conscient. Bien sûr qu'il est lié à la difficulté, à leur intégration au marché, à la mondialisation, à des rapports de travail particuliers dans la petite et moyenne entreprise, à des rapports, etc. Mais que ces gens-là, ils ont fait ce choix de dire, je vais sacrifier, genre, des gens qui sont mes compatriotes, ou qui n'identifient pas comme des compatriotes parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes et ça, et qu'il ne faut pas se voiler la face sur ce phénomène-là. Donc, ça va être une question majeure la suite. Il ne faut pas les abandonner, mais il ne faut pas céder au pacte faustin qu'ils ont fait avec le Rassemblement national. Et donc, le problème, ça va être un risque de fracture dans notre camp social. Comment on gère cette question-là? D'abord avec des analyses fines sur ce rapport ville-campagne, si j'ose dire, en utilisant les mots un peu Mao de l'époque, on va dire le périurbain, urbain là, et rural, mais et deuxièmement, prendre cette question en face. C'est ça qui est inquiétant dans la période, c'est que le social-chauvinisme a gagné. Il n'a pas gagné sous la forme de Fabien Roussel, il a gagné sous la forme du Rassemblement national. Ok?
Il a gagné quelque chose. Et en fait, les gens sont surpris qu'il est à 89, mais il a gagné depuis 20 ans cette question. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est simplement que maintenant ça se voit, c'est-à-dire que même dans les territoires où la gauche l'emporte au second tour, tu as des poches, alors je parle pas des métropoles, c'est très différent, mais sur des territoires un peu vastes, encore que même dans les métropoles, je peux trouver quelques bureaux de vote très marqués, mais tu as des poches où la difficulté étant là, l'accord collectif s'est fait sur le pacte que tu disais, qui effectivement est une soif de reconnaissance. Je ne serai pas le dernier. Et je pense que là aussi, et ça va être... ça va être à la fois un défi extrêmement grand dans le contexte très libéral qu'on connaît, et à la fois un défi facilité par la transformation écologique dramatique qu'on va connaître, hein, donc qui de facto va nous pousser à changer de modèle. Il faut que ces gens retrouvent une place dans nos représentations. Il faut qu'on retrouve une place, on leur redonne un sentiment d'avoir une place dans nos représentations collectives. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est faible, et le travail là-dessus, il va être long. Et c'est en ça que je pense que quand tu disais ils voteront plus jamais pour nous, c'est pas plus jamais jamais. C'est pas, en tout cas, on peut pas s'attendre à ce que le travail qu'on mène aujourd'hui, que ce soit sur le fond, sur la forme ou sur l'implantation, paye dans 2 ans pour, je sais pas, les européennes ou je ne sais quoi. Enfin, Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous les trois et on continuera avec Loïc à se poser des questions, à vous poser des questions, à tous les deux sur vos formations politiques. Et, on n'a pas du tout épuisé ton ordre du jour qui était long comme un jour sans pain. Exactement. On est parti très vite, je crois que c'est resté au taquet, genre. Exactement. Mais on continuera à se poser des questions. En fait, c'est de ma faute, c'est parce que je les ai insultés dès le départ. Je dis oui, vous les journalistes, vous êtes des bâtards. J'ai fait mon Jean-Luc, en fait. Exactement. Mais je sais pas. Exactement. On connaît vos méthodes. Exactement. Écoute-moi bien.